Un enseignement explicite, c'est un enseignement qui ne laisse rien au hasard, rien à deviner. C'est le contraire d'un enseignement implicite où il faut faire des inférences et trouver ce qui pourrait être fait, ce qui serait logique de faire. Donc, on veut quelque chose de concret. Chaque étape d'une tâche va être démontrée, expliquée, répétée et nommée pour facilement y référer par la suite. Alors, c'est un type d'enseignement qui est fréquent à l'école, mais il s'applique aussi aux apprentissages moteurs, surtout chez les enfants qui ont un TDC, un trouble développemental de la coordination. Donc, pour qui planifier et encoder, dans le fond, mémoriser une séquence de mouvements, de gestes dans leur corps pour pouvoir la répéter éventuellement automatiquement, bien, ça demande un effort supplémentaire pour apprendre et pour retenir aussi sur le long terme, donc plus de temps, plus de répétition. Donc, c'est ça notre sujet. Après la petite intro, on va faire un enseignement explicite de l'enseignement explicite et on va appliquer le tout à l'utilisation de la colle en bâton. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Un enseignement explicite, ça comporte généralement 4 étapes et on va en ajouter une 5e qui va être l'étape de préparation pour l'adulte accompagnateur. Alors, dans l'étape de préparation, bien, l'adulte va visualiser s'il est fort en visualisation, mais sinon, idéalement, on va faire la tâche lui-même et noter toutes les petites étapes, actions qui ont été effectuées. Donc, ça peut se faire en direct. Je fais l'action, je m'arrête, je prends des notes ou en différé. Donc, je me filme faire une action et ensuite, je m'assois et j'analyse pour tout documenter ce que j'ai fait, que je pourrais enseigner. Une deuxième portion de l'étape de préparation, c'est d'anticiper ensuite quels pourraient être les défis pour l'enfant que je vais accompagner. Et à ce moment-là, ça me permet déjà de peut-être préparer des outils qui pourront être utiles pour m'aider à enseigner. Alors, allons-y, préparons-nous à enseigner comment utiliser une colle en bâton. Donc là, j'arrive pour prendre mon bâton de colle et je remarque que je vais aller le chercher avec ma main dominante plutôt que non dominante parce que ce qui s'en vient, c'est l'étape de sortir la colle du bâton et le petit mouvement de roulette, je suis plus à l'aise de le faire avec ma main dominante. Donc, je prends étape 1, je prends le bâton dans ma main dominante. Étape 2, je vais tirer sur le bouchon, le capuchon pour le retirer. Et là, je remarque que ma colle n'est pas neuve et que j'ai dû appliquer quand même un peu de force parce que sinon, elle ne s'ouvrait pas. Ensuite, je dépose le capuchon. Et là, je vais tourner la roulette pour faire sortir la colle. Et je tourne la roulette avec le bout de mes doigts. Et je le tourne en faisant un mouvement de mon avant-bras, un mouvement qu'on appelle la supination. Mais là, c'est sûr que je ne pourrais pas utiliser ce mot-là avec l'enfant. Donc, un mouvement qui va mener mon pouce de la position où il est, donc de la gauche vers la droite ou du bas vers le haut ou du côté de mon corps vers le côté de la fenêtre. Donc, je devrais ajuster en fonction de l'endroit où l'enfant va avoir son pouce lorsque je vais donner la consigne. Ensuite, avec ma main non dominante, je m'en vais récupérer le papier sur lequel je veux appliquer la colle. Et là, je vais le retourner pour appliquer la colle en arrière. Et là, je remarque que j'utilise un peu de stratégie par rapport à où je vais placer mes doigts parce que je ne veux pas placer mes doigts en plein centre parce que je dois mettre de la colle. Donc, je prends mon index et je le mets sur le coin gauche parce que je suis droitière. Et là, j'applique la colle d'une manière organisée. Donc, je me
créer un petit système qui va soit être faire le contour et ensuite le centre, ou bien faire des lignes aller-retour. Donc, ça prend un système à cette étape-là. Par la suite, je reprends le petit papier sur le côté. J'essaie de ne pas mettre mes doigts en plein milieu de la colle que j'ai appliquée. Et là, j'ai besoin de mes 2 mains pour aller coller le bout de papier au bon endroit. Et ce que je remarque, c'est que j'ai encore mon bâton de colle dans ma main. Donc oui, ça peut être une façon de faire lorsqu'on est habitué à faire des manipulations avec conservation. C'est comme ça qu'on appelle ça, quand on va utiliser des mouvements fins de nos doigts tout en gardant un objet dans la paume. Mais pour un enfant avec un TDC, ça peut encombrer outre mesure. Donc là, à cette étape-là, je dirais dépose la colle et prends tes 2 mains sur le bout de papier et viens l'installer au bon endroit. Puis là, je remarque que les bordures du papier sont comme soulevées. Alors, ce que je fais, c'est prendre mon index et appliquer de la pression un peu partout sur le bout de papier pour qu'il reste bien collé. Et là, étape importante, je viens de voir que je n'ai pas refermé ma colle. Donc, je reprends mon bâton de colle dans ma main dominante. Je tourne de nouveau la roulette maintenant dans le sens contraire de tout à l'heure. Donc, mon pouce se dirige de l'extérieur de mon corps vers l'intérieur de mon corps. Donc, de droite à gauche, parce que je suis droitière. Et enfin, je reprends le capuchon avec ma main non dominante et j'arrive pour fermer. Et là, oups, je remarque que je me retrouve avec le problème inverse de tout à l'heure. Toute la colle accumulée sur la bordure du haut de mon bâton de colle m'empêche de fermer. Je ne suis pas assez forte pour fermer en tenant le capuchon juste avec le bout de mes doigts. Donc, je compense en utilisant la force dans la paume de ma main, en fait, de mes 2 mains pour fermer le capuchon. Et puis là, je vais visualiser comment va se débrouiller l'enfant que j'accompagne pour anticiper les défis. Et une chose qui me vient en tête, c'est que peut-être qu'il va sortir trop de colle. Donc, je pourrais peut-être spécifier combien de tours faire ou l'épaisseur relative que devrait être la colle sortie. Par exemple, la même épaisseur qu'un crayon. Et je pense à des outils comme peut-être un apron ou un papier à recycler sous le papier à coller pour éviter qu'il y ait de la colle sur la table, parce que je me dis qu'il pourrait peut-être avoir de la difficulté à moduler l'amplitude de ses mouvements et faire des trop gros mouvements puis déborder sur la table. Tu verras si tu fais l'exercice de planification d'un enseignement explicite à haute voix comme je viens de faire, combien c'est impressionnant le nombre de petites étapes, petites actions motrices qui composent une tâche quand même simple, comme l'utilisation d'un bâton de colle, et que sans cette planification-là, on est souvent porté à faire des enseignements moteurs qu'on croit décomposés, qu'on croit explicites, mais qui comportent encore beaucoup d'étapes implicites. Alors, une fois que je suis toute préparée, la première étape officielle de l'enseignement explicite, c'est l'étape de la modélisation. Donc, l'adulte va montrer à l'enfant la tâche. Donc, je montre. Et il fait essentiellement l'ensemble des actions, des gestes qui sont dans la tâche, toutes celles qu'il avait notées au préalable. Et ce qui est important, c'est qu'il va verbaliser en même temps ce qu'il fait. Alors, tout est visible, tout est dit à voix haute. L'enfant, à cette étape-là, n'a pas à agir. Il l'observe et il s'imprègne de la séquence. Elle peut être répétée plusieurs fois au besoin. La clé de l'efficacité de cette étape-là, c'est vraiment d'avoir écrit et reformulé avec des termes concrets, simples, des actions. Je tire, je tourne, pour donner des repères verbaux clairs à l'enfant qui va pouvoir s'approprier, mais surtout pour que nous, on puisse s'en souvenir et réutiliser toujours les mêmes termes pour faciliter l'apprentissage. La deuxième étape de l'enseignement explicite, c'est la pratique guidée. Alors, tantôt, l'enfant observait, on lui montrait. Là, on va faire ensemble. Et on peut le faire de 2 façons. On peut faire la tâche en même temps que lui. Donc, il nous imite. Et on peut tout simplement le guider verbalement aussi si on sent que notre démonstration n'est plus nécessaire. Et là, on lui donne les consignes, une à la fois, juste avant qu'il fasse le geste.
Par exemple, je pourrais dire, prends le bâton de colle avec la même main que tu utilises quand tu écris. Maintenant, place les doigts de ton autre main sur le capuchon. Tire pour retirer le capuchon, etc. Et on en profite pour observer si il y a besoin de petits ajustements, si on a peut-être des petites étapes qu'on a réalisées, qu'on a oublié de mentionner. Par exemple, si on avait oublié de mentionner le nombre de tours qu'il faut tourner la colle. Donc, on fait des ajustements, on répète les parties difficiles, on peut faire un retour en arrière, aller planifier des nouveaux outils. Donc, on peut rester dans cette phase-là jusqu'à temps que l'enfant soit à l'aise pour réaliser l'activité avec seulement notre soutien verbal. Après tout ça, on va arriver à la troisième phase de l'enseignement explicite et c'est la pratique dirigée. Alors là, l'adulte va encore guider l'enfant, mais il va graduellement réduire le nombre de consignes qu'il va lui donner. Donc, il peut attendre un petit peu avant de donner sa consigne. Il peut omettre certaines consignes. Alors, l'enfant va commencer à anticiper la suite par lui-même. Il va devenir beaucoup plus actif, moins un exécutant, puis davantage participant dans sa planification motrice. Finalement, la quatrième étape, c'est la pratique autonome. L'enfant va réaliser la tâche seul, mais il n'est pas seul dans l'environnement. L'adulte est là pour l'appuyer. Il est un soutien moral. Et l'enfant va faire l'activité, chaque étape, mais il va aussi verbaliser ce qu'il fait. Chacune des étapes, ça va l'aider à encoder. Et éventuellement, ça va devenir du langage interne, mais à ce point-ci, l'adulte peut entendre ce qui guide l'enfant finalement dans ses mouvements. Et il observe et intervient seulement s'il y a des défis. Et l'idéal, c'est d'amener l'enfant dans un processus de résolution de problèmes si jamais il y a des erreurs motrices qui se produisent. Par exemple, l'enfant applique la colle, mais il en applique trop, ça devient mouillé, le papier déchire. Et là, c'est de ne pas sauter trop vite à la rescousse de l'enfant, plutôt lui refléter ce que tu viens d'observer. Donc, « Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas fonctionné comme tu pensais. » Et là, de laisser l'enfant de lui-même en arriver à la conclusion qu'il a mis trop de colle ou qu'il a appliqué trop de force en appliquant la colle et que c'est pour ça que ça l'a déchiré. Et lui suggérer de se formuler un nouveau plan pour la prochaine fois qu'il va réessayer. Donc, OK, ton plan n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que tu voudrais faire différemment? Et là, l'enfant pourrait réessayer, répéter cette action-là spécifiquement pour la mémoriser dans son corps et que ça soit plus facile à ce qu'elle soit répétée spontanément la prochaine fois. Puis, éventuellement, ça va être intéressant de généraliser dans d'autres contextes. Par exemple, avec un papier d'une forme différente à coller ou un bâton de colle d'une grosseur ou qualité différente. En conclusion de mon enseignement de l'enseignement explicite, il y a un élément que j'ai laissé implicite qui est que ça va vraiment être favorable à l'apprentissage de démontrer, d'exercer, de faire toutes ces étapes-là finalement dans l'environnement où l'activité se pratique dans la vraie vie. Alors pour le brossage de dents, c'est bien évident qu'on va le faire dans la salle de bain, mais on veut généraliser ce principe-là pour tous les apprentissages moteurs. En passant, ce que tu viens d'écouter, c'est la trame audio d'une vidéo qui accompagne le livre 10 questions sur le trouble développemental de la coordination, coécrit avec Christiane Lacroix, ergothérapeute, qui, j'espère, aide déjà ou trouvera sa place bientôt dans ta bibliothèque. Bye bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!